Salut, salut, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série The Keepers. C'est le troisième épisode. Alors dans l'épisode précédent, nous avons évoqué une pédale de délai, le timeline de Strymon. Eh bien aujourd'hui, on va rester aux États-Unis et on va parler notamment de la marque Moog. Et on va notamment se concentrer sur un synthé assez récent de la marque, le Grand Mover, que vous avez sous les yeux. Alors, The Keepers, pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes, vous le savez déjà. Pour ceux qui arrivent sur ce troisième épisode, The Keepers va évoquer le matériel que j'ai souhaité garder. Le Grand Mover est un synthétiseur semi-modulaire, c'est-à-dire que l'on pourra sortir des sons sans avoir à câbler des modules les uns avec les autres. Ces deux oscillateurs sont basés sur ceux du Minimoog. Le filtre ladder 4 pôles est lui aussi basé sur un ancien module, le module 904 notamment. Le générateur d'enveloppe aussi est basé sur un vieux module de la marque, le 911. Voilà, et le synthétiseur est équipé d'une vraie reverb à ressort, elle aussi issue d'un module de la marque, le module 905. Alors vous l'aurez compris, ce synthétiseur c'est un peu un concentré de ce que fait de mieux la marque, et quand on allume l'appareil pour en jouer, c'est exactement la sensation qu'il nous procure, un son solide, un synthé très agréable à manipuler, des fonctions de design avancées, si on le veut. Il inspire par son héritage une grande confiance, il donne tout de suite envie de le bidouiller, autant être honnête, il est vachement beau. Alors, comme d'habitude, nous allons voir les pour et les contre. Alors, les pour, il y en a beaucoup. Voilà. Tout d'abord, il est super beau, c'est ce que je disais à l'instant. Il n'y a pas à dire. Il refile vachement envie de le tripoter. Pour moi, le deuxième plus ou pour, ça va être évidemment le son. Il n'y a rien qui sonne comme un Moog. Quand on allume la grand-mère, qu'on ouvre le filtre, qu'on choisit une forme d'onde et qu'on appuie sur une touche, il se passe déjà quelque chose alors qu'on n'a absolument rien fait en termes de synthèse et c'est pour ça que je le garde. Alors le troisième point, ça va être les sons. Ce qui m'impressionne à chaque utilisation, soit quasiment tous les jours, c'est que dans n'importe quel domaine, basse, lead, effets spéciaux, blip, arpège, bruitage, bref, dans tous les domaines, le Grand Mover produit quelque chose non seulement de très exploitable, mais surtout de solide, de bien mat, comme j'aime le dire. Un son très compact et facile à mixer. Voilà. La variété et la qualité des timbres produits en font pour moi un parfait keeper. Alors, une autre raison, évidemment, c'est la qualité des oscillateurs. La section bleue, celle-ci, et celle où se concentre la partie des oscillateurs. Ils sont au nombre de deux et peuvent s'intermoduler pour produire des sons FM et peuvent également se synchroniser via cette grosse touche ici. Alors il s'agit de HeartSync, donc de la synchro en dur, pour produire des timbres métalliques très caractéristiques. La section comporte des entrées et des sorties au format Eurorack et pourra donc parfaitement converser avec d'autres modules du synthé ou même des modules externes ou des systèmes externes, et ça c'est quand même super cool. Ils sont ici. Voilà, voilà. Donc on retrouve ça évidemment sur toute l'interface, on va y revenir. Alors voilà, j'en parlais justement à l'instant. Un autre point positif, ça va être les entrées et les sorties au format Eurorack. Comme on le voit sur l'interface, on a une quarantaine de points d'entrée et de sortie à ce format de patch. Alors ils sont répartis sur l'ensemble de l'appareil, y compris sur la face arrière. Alors, chaque module en est équipé. On pourra ainsi facilement connecter les modules internes pour créer des patchs complexes, ou même des modules externes, ou pourquoi pas logiciels, comme avec les CV Tools de Ableton, pour lequel également j'avais fait une vidéo d'intégration, comment intégrer votre Grand Mover dans CV Tools et dans Live. Voilà, alors une autre bonne raison de conserver ce synthétiseur, c'est sa section modulation qui est ici. Alors, en tant que telle, la section modulation, quand on la regarde, elle n'est pas forcément très folichonne. On n'a pas l'impression de pouvoir moduler tout un tas de choses. On n'a pas pléthore de contrôle non plus. Mais c'est sans compter sur les points de patchage, comme on les voit là, qui vont largement ouvrir les possibilités de ce synthétiseur. Alors, pourquoi cette section est dans les pour? Eh bien, c'est pour l'intelligence de sa conception et de son interfaçage. Il est très facile de moduler classiquement le son du pitch. On va pouvoir produire un vibrato hyper facilement. On va tourner ce potard. On va régler le rate et le vibrato sera accessible via la molette de modulation qui est ici. Donc on va très très vite. C'est pareil pour la modulation vers le filtre et puis pour la largeur d'impulsion des deux comment dirais-je, formes d'onde impulsion qui sont ici. Donc sa section de modulation, somme toute, qui paraît assez simple et finalement très puissante et surtout très facile à mettre en place. Et pour moi, effectivement, une bonne raison de le garder. Voilà. Une autre bonne raison de le garder au niveau interface, ça va être ces deux sections qui sont ici, Mixer et Utilities. Donc c'est ça pour moi qui propulse ce synthétiseur dans le monde du sound design. On a vraiment des grandes possibilités qui s'offrent à nous via ces deux sections. Alors, la première partie multi va servir de multi. On a ici un mixeur, on peut mixer des signaux internes mais également externes. On peut mixer aussi des signaux audio, on peut aussi mixer des signaux CV. On va pouvoir mixer tout un tas de choses pour moduler. On a aussi la présence d'un high pass filter
dans la section Utilities. Ça, j'ai trouvé ça bizarre au départ. Mais enfin, oui, pourquoi pas l'avoir dans la section Filter, mais enfin, elle est là. Donc ça, c'est pareil, c'est très sympa. Alors effectivement, hein, ces deux sections avec les entrées et les sorties au format Eurorack sont quand même deux petites mines d'or, en tout cas pour les sound designers, ou pour ceux qui aiment explorer les possibilités soniques d'un instrument. Alors, une autre bonne raison de le garder, évidemment, c'est les filtres. Le Grand Mover est pourvu d'un filtre ladder typique, un low pass 4 pôles, basé sur un module classique du fabricant, comme on l'a dit plus tôt, avec suivi de clavier et les entrées et sorties Eurorack. Cette section est elle aussi très ouverte au monde extérieur et aux imaginations les plus fertiles. Parler du son de ce filtre me paraît pas forcément essentiel. On a un véritable ladder sous la main. C'est souvent pour ça qu'on s'équipe avec la marque. Pas de mauvaise surprise, donc là, pour ce Grand Mover, bien au contraire. En plus de son classique low pass, le Grand Mover est équipé d'un high pass. Curieusement, je le disais tout à l'heure, il est placé dans la section Utilities, ici. Il propose que très peu de contrôle, mais il a le mérite d'être là et peut être désolidarisé pour n'être utilisé que sur un seul des oscillateurs, par exemple. Il peut aussi servir à prémixer un son afin qu'il ne contienne pas trop de gras avant d'attaquer le mixeur. Enfin, il peut servir à plein de choses. En tout cas, ces deux filtres en font pour moi aussi un parfait keeper. Alors ensuite, la section enveloppe aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On est là encore sur des modules de type vintage. Alors l'enveloppe, elle est très très réactive, elle envoie vraiment du lourd. Elle est idéale pour un tas de types de sons, des pads, des leads, en passant par des sons très secs, pluck, percus, des effets organiques. Voilà. Alors les différents potards ont été calibrés et disposés très intelligemment. Ainsi, le sustain qui est ici, lui, il est monté sur un fader. Voilà. Et il est hyper souple. Donc on va pouvoir, en jouant, vraiment avoir des effets très réactifs. En revanche, on a les autres rotatifs, et c'est valable pour d'ailleurs tous les rotatifs, hein, ils sont tous calibrés en fonction de leur fonction. Et donc on a un petit peu plus de résistance sur l'enveloppe, ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Mais on a quelque chose de très souple ici sur le sustain. Alors évidemment, on a entrée et sortie, pareil, au format Eurorack. Ça va permettre à l'enveloppe d'être soit triguée par autre chose, ou alors de s'intégrer à un autre système également. Un autre point positif pour moi, c'est l'interface. Comme on peut s'y attendre avec un fabricant comme Moog, le confort d'utilisation est au centre de la conception de ce synthétiseur. Chaque module présenté est très clair. Les différents contrôles sont hyper bien calibrés et très agréables à utiliser, comme je le disais tout à l'heure. De plus, on a quand même beaucoup de place entre chacun d'entre eux, ce qui est plutôt hyper confort. Vous voyez, on n'a pas de danger de bouger un paramètre sans le faire exprès. Donc beaucoup de confort, beaucoup de place, beaucoup de confort dans le calibrage des boutons. La résistance est très agréable. Les boutons sont très 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 bien fixés. On n'a pas du tout une impression de cheap. Donc effectivement, un interfaçage qui est très intelligent et qui donne tout de suite envie et qui inspire une grande confiance. Alors un autre point positif pour moi, c'est la qualité du clavier. C'est un clavier Fatar. Il est très très agréable à utiliser. Il est hyper réactif et souple en même temps. Il est plutôt silencieux. Si je parle de ça, c'est que j'ai vendu un Mofo keyboard à mon ami Oli de la chaîne Oli Music, dont je parle de temps en temps. Et je lui disais que le problème majeur du Mofo, pour moi, c'était que j'entendais plus le clavier que le jeu dans le calme de mon home studio. Je suis pas très très fan des décibels quand je compose, donc je suis souvent à volume très réduit. Donc si le clavier fait plus de bruit que moi, ça va me perturber un petit peu. Voilà. Sur le Mofo et le Grand Mover, c'est exactement le même clavier, hein, c'est un Fatar type TPN9, mais sur le Mofo, les touches ont tendance à toucher le socle qui est métallique dans certaines situations, et donc ça va donner un clavier qui est plutôt bruyant quand on veut vraiment jouer très fort, et donc une grande qualité de jeu grâce à ce clavier Fatar que j'aime beaucoup. Alors ce que j'apprécie également, même si j'y reviendrai, c'est la présence d'un séquenceur et d'un arpégiateur, ici. Ils me servent assez souvent. En revanche, je trouve qu'ils sont vraiment très mal implémentés, comme on le verra tout à l'heure. Alors maintenant, on va parler des contres, hein. Vous avez vu les pour, il y en a quand même beaucoup, puis j'aurais pu encore continuer, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui me plaisent dans ce synthétiseur. Effectivement, je le disais, il y a un petit problème pour moi dans la conception de la partie séquenceur, pas forcément les plus cool à utiliser, et notamment à cause de la section de transport qui est ici. Au final, les gros boutons qui sont ici sont un peu trop lâches. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on a appuyé ou pas. On a un vrai problème avec ça. Autant le reste de l'interface, les boutons sont très bien calibrés. Et, on n'a pas besoin de regarder. On comprend vite la position du bouton sans même la regarder. Ici, les boutons sont un peu lâches. On ne sait pas trop quand on a appuyé ou pas. Et du coup, c'est assez décourageant, notamment pour produire des séquences. Moi, je vous avouerai que autant je peux utiliser l'arpégiateur assez souvent, autant le séquenceur, je vais m'en passer et je vais passer par la borne MIDI ou autre chose pour séquencer via un séquenceur externe, parce que ce séquenceur ne m'a pas du tout convaincu, et notamment sa section de transport. Alors, une autre chose qui me plaît pas des masses, c'est la reverb embarquée.
Alors c'est sympa d'avoir mis une reverb, en plus c'est une vraie reverb, il y a un vrai tank à l'intérieur. Alors autant le dire, quand j'ai essayé le synthé pour la première fois, j'ai été plutôt désorienté après avoir écouté le résultat produit par la reverb. Et je la trouvais non seulement pas GG, mais surtout je trouve qu'elle a tendance à fragiliser le son, à le rendre un peu confus, pour un résultat qui n'est pas forcément convaincant. Aujourd'hui, j'ai revu ma conclusion. J'utilise la reverb comme un outil intégré au processus de création, c'est-à-dire que je m'en sers pas pour rajouter de la reverb d'écho, mais plutôt comme un élément de base d'un certain type de son, notamment les effets. Donc, a priori, je l'utilise que très rarement, et même si j'apprécie qu'elle soit là plutôt que pas du tout, j'aurais quand même préféré voir un délai. Alors, un très grand problème pour moi, c'est lié avec ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au séquenceur, c'est ces 3 reboutons. Non, je suis vraiment pas fan, pas du tout. Alors, il n'est pas super simple déjà de transposer le clavier lorsqu'on joue parce qu'il faut faire une manipulation avec 2 boutons. Donc c'est assez compliqué de jouer, on doit appuyer sur 2 boutons en même temps. En plus, le fait que ce soit un peu lâche comme système, c'est pas très franc. On ne sait pas trop si on a appuyé. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête des gens de chez Moog, mais combiner 2 touches pour transposer en situation de jeu, franchement, on aurait bien aimé éviter. Le dernier des points là-dessus, c'est 3 fonctions par bouton. Franchement, il y a 3 fonctions par bouton. Non les gars, là vous déconnez. On a quand même beaucoup de place sur l'interface, on aurait pu s'arranger pour mettre des fonctions un peu plus éparpillé là-dessus. Ça ne gâche en rien le plaisir, hein. C'est un synthétiseur que j'adore et c'est un véritable plaisir de l'utiliser. Alors en conclusion, on a non seulement un concentré d'histoire, mais aussi un vrai instrument de recherche sous la main, très facile à utiliser, sans compromis au niveau du son et très engageant. Le Grand Mover est une composante essentielle dans mon setup. Il est présent sur 99%, si ce n'est plus, de mon travail d'artiste. La grande variété des timbres qu'il est capable de produire et le confort d'utilisation en font, pour moi, un parfait keeper. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce 3e épisode de la série Keepers, consacré au Moog Ground Mover, ou Moog Ground Mover, je devrais dire. J'espère que vous avez passé un moment agréable. J'espère que vous avez appris des trucs, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.